Comme le dit l'inspecteur John Smith, la vengeance ne ramènera peut-être pas nos proches, mais elle peut nous donner un sentiment de justice et nous permettre de tourner la page. La vengeance est un concept puissant et controversé qui captive l'imagination humaine depuis des siècles. Dans cette vidéo, nous nous penchons sur les histoires choquantes de 10 parents qui se sont vengés des assassins de leurs enfants. Poussés par le chagrin et le désir de justice, ces parents ont déployé des efforts extraordinaires pour que les responsables de la mort de leurs enfants en subissent les conséquences. De la traque des tueurs en série à la confrontation avec des gangsters notoires, ces parents sont devenus les ultimes vengeurs. Les Rodriguez. Dans un monde en proie à la violence et à la corruption, la détermination inébranlable d'une mère l'a conduite sur le chemin de la justice et de la vengeance. Voici l'incroyable histoire de Myriam Rodriguez, une femme qui a consacré sa vie à retrouver les assassins de sa fille. Tout a commencé par un jour funeste de janvier 2014, lorsque Karen Rodriguez, une jeune femme qui avait toute la vie devant elle, a été enlevée par le tristement célèbre cartel de la drogue des États. La famille de Karen, prête à tout pour la sauver, a suivi les exigences des ravisseurs et a même rencontré un membre du cartel qui lui a promis de l'aider à la retrouver moyennant un certain prix. Mais ils ont été trompés. Les restes de Karen ont été découverts dans un ranch abandonné, laissant sa famille dévastée et en quête de justice. Myriam Rodriguez, une mère éplorée devenue activiste, a pris les choses en main. Elle s'est transformée, changeant d'apparence et adoptant divers déguisements pour recueillir les noms et adresses des responsables de la mort de sa fille. Dans un acte de bravoure audacieux, Myriam a même capturé un membre du cartel alors qu'il vendait des roses dans la rue. L'arme sous la gorge, elle a exigé des réponses et a fait comprendre qu'elle ne reculerait devant rien pour que les assassins de sa fille soient traduits en justice. Son histoire a attiré l'attention et l'admiration de sa communauté. Elle a créé un groupe de familles dont les proches avaient disparu, leur apportant soutien et espoir face à la tragédie. Ensemble, elles se sont battues pour que justice soit faite et ont exigé des réponses de la part des autorités. Un à un, Myriam a traqué les membres du cartel qui avaient ôté la vie à sa fille. À chaque capture réussie, elle s'est assurée qu'ils subissent les conséquences de leurs actes. Les méthodes de Myriam étaient peu orthodoxes, mais elles étaient motivées par l'amour d'une mère et un désir ardent de justice. Cependant, les actions vengeresses de Myriam ont eu des conséquences malheureuses. Alors qu'elle poursuivait sa quête, le cartel a riposté en s'en prenant à Myriam et à sa famille. Ils ont été victimes de menaces, d'intimidations et de violences. La quête incessante de justice de Myriam a mis sa propre vie et celle de ses proches en grave danger. Malgré les risques et les conséquences personnelles, Myriam est restée déterminée. Elle pensait que ses actions étaient nécessaires pour honorer la mémoire de sa fille et pour s'assurer qu'aucun autre parent ne subisse le même sort. Elle a finalement été tuée par le cartel, mais son héritage est toujours vivant. Son fils Luis a repris le groupe et a poursuivi la lutte pour la justice. Il s'est juré de perpétuer l'héritage de sa mère et de veiller à ce qu'aucune autre famille ne subisse le même sort. Sa détermination et son courage inébranlable ont fait d'elle une héroïne dans sa ville natale. Une plaque de bronze se dresse désormais sur la place centrale, honorant son héritage et rappelant à tous le pouvoir de l'amour d'une mère et la force de l'esprit humain. Myriam Rodriguez, une femme qui a consacré sa vie à la recherche des assassins de sa fille, restera à jamais un symbole de courage et de résilience. Les Gallo. C'est par une journée ensoleillée de juillet 2000 que le monde d'Eduardo Gallo s'est effondré. Sa fille bien-aimée, Paola, a été enlevée dans leur maison de vacances à Tepoztlán, au Mexique. Les criminels ont demandé une rançon de 18 500 $, plus de 3 millions de pesos mexicains, et Eduardo, désespéré de sauver sa fille, a fait tout ce qu'il a pu pour satisfaire à leurs exigences. Mais la tragédie survient lorsque le corps sans vie de Paola est découvert, laissant Eduardo rongé par le chagrin et un désir ardent de justice. Elle a été retrouvée dans une voiture abandonnée près du point de chute de la rançon, à côté de 3 autres hommes morts. La police a immédiatement commencé à enquêter sur l'affaire, mais n'a pas fait beaucoup de progrès. Frustré par l'absence de progrès dans l'enquête officielle, Eduardo a adopté une approche peu orthodoxe pour mener à bien sa vengeance. Il a pris une décision qui a changé sa vie. Il a fermé sa société de conseil Prosper pour se lancer dans une quête incessante de la vérité. Il s'est plongé dans le monde criminel, recueillant des informations et nouant des liens avec des personnes susceptibles de l'aider à traquer les coupables. Eduardo est devenu un justicier, opérant en dehors des limites de la loi pour apporter sa propre forme de justice. À chaque fois qu'il se rapproche de la vérité, Eduardo est de plus en plus déterminé. Il a méticuleusement planifié sa vengeance, rassemblant des preuves et montant un dossier contre les personnes responsables de la mort de sa fille. Les actions d'Eduardo ont été motivées par un mélange de chagrin, de colère et un désir ardent de protéger d'autres familles de la même douleur. Le moment venu, Eduardo a exécuté son plan avec précision et détermination.
Il a confronté les tueurs, s'assurant qu'ils subissent les conséquences de leurs actes. Avec l'aide de la police, Eduardo a orchestré une planque qui a conduit à l'arrestation de Francisco Zamora Arellano, l'homme responsable de la mort de Paola. Dans un retournement de situation choquant, Arellano a avoué le crime, ce qui a permis à Eduardo et à sa famille de tourner la page. Cependant, les conséquences de la vengeance d'Eduardo ont été considérables. Ses actes ont eu un impact profond sur sa propre vie et sur celle de son entourage. La frontière entre la justice et la vengeance s'est estompée et Eduardo s'est retrouvé aux prises avec les implications morales de ses choix. Les conséquences sur son bien-être mental et émotionnel ont été immenses, mais il est resté fermement convaincu qu'il avait fait ce qu'il fallait pour honorer la mémoire de sa fille. L'histoire de la famille Gallo témoigne de ce qu'un parent est prêt à faire pour obtenir justice pour son enfant. Elle nous rappelle brutalement les failles du système judiciaire et les frustrations qui peuvent pousser les individus à prendre les choses en main. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire de 8 autres familles qui, comme les Gallos, se sont vengées des assassins de leurs enfants. Les Bachmeier. Cette histoire captivante nous plonge dans la vie de Marianne Bachmeier, une femme poussée à bout par une tragédie inimaginable. Le monde de Marianne a été bouleversé lorsque sa fille de 7 ans, Anna, a été victime d'un crime odieux. Face au monstre responsable de la mort de son enfant, Marianne a pris les choses en main, déchaînant une pluie de balles dans une salle d'audience. Mais ces actes vont l'amener à se retrouver à la même place, jugé pour le meurtre de l'assassin de sa fille. La vie idyllique de la famille Bachmeier a volé en éclats lorsque leur fille, Anna, a disparu. La découverte déchirante de son viol et de son meurtre par Klaus Grabowski a provoqué une onde de choc au sein de leur communauté très unie. La mère, accablée de chagrin, est déterminée à rendre justice à sa fille et à faire en sorte que Grabowski paie pour ses crimes odieux. Marianne Bachmeier, la mère d'Anna, s'est lancée dans une quête inlassable pour retrouver l'assassin de sa fille. Elle a refusé de se laisser consumer par son chagrin et a canalisé sa douleur dans une quête incessante de justice. La détermination de Marianne a nourri sa mission de vengeance. Elle a enquêté sans relâche sur les antécédents de Grabowski, fouillant dans son passé et découvrant une série de violences et d'abus. Forte de ses connaissances, Marianne a élaboré un plan pour confronter Grabowski et s'assurer qu'il subisse les conséquences de ses actes. La vengeance de Marianne a pris une tournure dramatique lorsqu'elle a assisté au procès de Grabowski. Dans un acte de défi choquant, elle a sorti une arme et l'a abattue dans la salle d'audience remplie de monde. Cet acte a provoqué une onde de choc dans le système judiciaire et a captivé la nation. Les actions de Marianne étaient une tentative désespérée de prendre les choses en main et de rendre la justice qui, selon elle, faisait défaut. Les conséquences de la vengeance de Marianne ont été profondes. Son procès est devenu un spectacle médiatique, l'opinion publique étant divisée sur la question de savoir si les actes de Marianne étaient justifiés ou s'ils dépassaient les limites de l'autodéfense. Elle a dû répondre de ses actes devant la justice et a été tenue pour responsable du meurtre de Klaus Grabowski. Marianne a été condamnée à 6 ans de prison après avoir été reconnue coupable d'homicide involontaire et de possession illégale d'une arme à feu. L'impact de la vengeance de Marianne s'est étendu au-delà de la salle d'audience. Elle a eu un effet durable sur son bien-être émotionnel et a mis à rude épreuve ses relations avec ses proches. Marianne est devenue le symbole d'une mère en deuil poussée à bout. Elle a été mise en liberté surveillée après avoir purgé 3 ans de sa peine de 6 ans. Après sa libération, Madame Bachmeier s'est installée à l'étranger, mais est finalement retournée dans son pays d'origine, l'Allemagne. Un cancer du pancréas lui a été diagnostiqué juste avant qu'elle ne quitte le pays. En 1996, elle est décédée d'un cancer et a été enterrée à côté de sa fille bien-aimée, Anna. Les Terrys. Le monde de la famille Terry a été bouleversé lorsque Van Terry a reçu la nouvelle dévastatrice que sa fille, Shirelda Terry, avait été victime du célèbre tueur en série de l'Ohio, Michael Madison. La douleur et le chagrin qui ont envahi son cœur étaient inimaginables. Mais en ce jour fatidique au tribunal, il a trouvé la force d'affronter l'homme responsable de la mort prématurée de sa fille. Alors que la salle d'audience se remplit d'impatience, Van Terry s'approche du podium pour s'adresser au juge. Sa voix tremblait sous l'effet d'un mélange de colère, de chagrin et de détermination. Il a parlé directement avec son cœur, exprimant l'impact profond de la perte de sa fille sur leur famille. Les mots de Van Terry étaient remplis d'une émotion brute alors qu'il affrontait l'homme qui lui avait enlevé son enfant bien-aimé. La salle d'audience est restée silencieuse après son discours, le poids de ses paroles étant suspendu dans l'air. Mais le discours de Van Terry est loin d'être terminé. Il marque une pause, tournant son regard vers l'homme assis derrière la table de la défense, Michael Madison. À ce moment-là, une vague d'émotions submerge Van Terry. Le chagrin, la colère, le désir de justice convergent tous en une seule et puissante impulsion. Sans crier gare, Van Terry se libère de l'emprise du chagrin et s'élance vers le tueur condamné. Il a sauté par-dessus la table, poussé par un besoin irrésistible d'affronter l'homme qui avait à jamais bouleversé la vie de sa famille.
La salle d'audience est plongée dans le chaos, les adjoints et les spectateurs se précipitant pour réagir. Au milieu de l'agitation, des cris de « non » résonnent dans la galerie, tandis que quelqu'un d'autre crie « Terry !» L'intensité du moment était palpable, alors que l'affrontement entre Van Terry et Michael Madison se déroulait sous les yeux ébahis des personnes présentes. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues, mettant Van Terry à terre. Madison et d'autres personnes présentes dans la salle d'audience se sont précipitées pour se mettre à l'abri, le visage marqué par le choc et l'incrédulité. La scène était un véritable pandémonium, une collision d'émotions et la réalité crue de la douleur d'un père en deuil. Finalement, Van Terry a été traîné hors de la salle d'audience, sa lutte contre les liens symbolisant la douleur et l'angoisse qu'il consumait. Madison, apparemment indemne, est resté sur son siège, rappelant avec effroi les crimes odieux qu'il avait commis. Après cette explosion chaotique, la salle d'audience a retrouvé son calme et l'audience de détermination de la peine s'est poursuivie. La juge Nancy McDonnell, du comté de Cuyahoga, n'a pas été découragée par la perturbation et a poursuivi la procédure. Elle a finalement accepté la recommandation du jury et condamné Michael Madison à la peine de mort pour les meurtres commis en 2013. La nature horrible des crimes de Madison, associée aux preuves présentées au cours du procès, l'a emporté sur toutes les tentatives visant à lui épargner le châtiment ultime. Les familles des victimes, dont Van Terry, ont trouvé du réconfort dans le fait que justice avait été rendue. Les Bamberski. Cette histoire de justice et de vengeance vous emmènera dans un voyage à travers des décennies de déchirement, de détermination et, en fin de compte, de quête de justice. Dans la paisible ville de Lindau, en Allemagne, la famille Bamberski menait une vie apparemment idyllique. André Bamberski, un père aimant, et sa femme, Dani, s'occupaient de leur belle-fille, Kalinka. Mais ils étaient loin de se douter que leur vie allait être bouleversée par une rencontre fortuite avec un homme qui allait devenir leur pire cauchemar. C'est au cours de l'été 1982 que la famille Bamberski rencontre Dieter Krombach, un médecin allemand qui vient de s'installer dans la région. Krombach, avec son comportement charmant et sa réputation professionnelle, gagne rapidement la confiance de la communauté. Par une chaude soirée de juillet, la famille Bamberski invite Krombach chez elle pour une rencontre décontractée. À leur insu, cette décision fatidique allait changer leur vie à jamais. Au fil de la soirée, Kalinka, une jeune fille de 14 ans pleine de vie et d'innocence, se retrouve seule avec Krombach. Ce qui s'est passé à ce moment-là hantera la famille Bamberski pendant des années. La vérité est apparue à la suite de cette nuit-là. Kalinka avait été agressée sexuellement et avait tragiquement perdu la vie. La famille Bamberski s'est retrouvée dévastée, aux prises avec le chagrin et la douleur inimaginable de la perte de leur fille bien-aimée. Son père, André Bamberski, rongé par le chagrin, s'est lancé dans une quête acharnée pour découvrir la vérité sur la mort de sa fille. Il refuse d'accepter la conclusion de l'enquête initiale, selon laquelle la mort de Kalinka est accidentelle. André a rassemblé des preuves, reconstituant un puzzle qui montrait l'implication de Krombach dans la mort de sa fille. Mais la justice s'est révélée insaisissable, les complications juridiques et les problèmes de juridiction ayant entravé ses efforts. Sans se laisser décourager, André Bamberski s'est juré de ne jamais abandonner. Il s'est battu sans relâche, naviguant dans les méandres du système juridique, déterminé à traduire Krombach en justice et à faire en sorte que la mémoire de sa fille ne soit pas oubliée. Après 25 ans de lutte, Krombach a dû répondre de ses crimes. Le verdict du tribunal français a permis à la famille Bamberski de tourner la page et d'entrevoir une lueur de justice face à une tragédie inimaginable. Cette histoire soulève des questions importantes sur les failles de nos systèmes juridiques, sur les limites de la coopération internationale et sur les limites que peuvent atteindre les individus lorsqu'ils sont mis en échec par les institutions mêmes qui sont censées les protéger. L'histoire de la famille Bamberski nous rappelle que la justice n'est pas toujours facile à obtenir. Elle exige de la résilience, de la détermination et parfois des mesures extraordinaires. Elle met en évidence le pouvoir de l'amour d'un père pour son enfant, même dans la mort. Les Chazim. Maud Chazim était un membre apprécié de la communauté, connu pour sa gentillesse et son ambition. Il rêvait de changer le monde, mais le destin lui réservait un autre sort. À l'insu de Chazim, un criminel notoire nommé Arif Hussein avait jeté son dévolu sur lui. Arif Hussein n'était pas étranger au côté obscur de la vie, avec une longue liste de délits et une terrible réputation. Arif Hussein voyait en Chazim un obstacle, une menace pour ses activités illicites. Il a conçu un plan sinistre pour éliminer Chazim et s'assurer qu'il ne se mettrait plus jamais en travers de son chemin. C'est ainsi que, lors de cette nuit fatidique, alors que Chazim rentrait chez elle, inconsciente du danger qui se cachait dans l'ombre, la tragédie a frappé. Arif Hussein, nourri par ses motivations tordues, a attaqué Chazim avec une brutalité froide et calculée. La nouvelle du meurtre de Chazim a été dévastatrice, laissant sa famille et ses amis anéantis. La perte d'une jeune vie si prometteuse a été un coup dur qui a changé leur vie à jamais.
À la suite du meurtre tragique de son fils, M. Ahmed, le père de Maud, a mis au point un plan qui allait provoquer une onde de choc dans la ville de Bareilly. M. Ahmed savait que les rouages de la justice pouvaient être lents et imprévisibles. Il ne pouvait supporter l'idée que l'assassin de son fils soit en liberté et a donc pris une décision choquante. Il allait faire en sorte qu'Arif Hussein soit libéré sous caution, mais pas pour les raisons que l'on pourrait imaginer. M. Ahmed a utilisé toutes les ressources à sa disposition, tirant parti de ses relations et de son influence pour orchestrer la libération d'Arif Hussein. Ce geste a laissé tout le monde perplexe et a suscité des interrogations sur ses motivations. Alors que le tribunal accordait la liberté sous caution à Arif Hussein, le public observait la scène avec incrédulité. Il ne comprenait pas pourquoi un père en deuil se donnait tant de mal pour libérer l'assassin de son fils. Derrière des portes closes, M. Ahmed a révélé ses véritables intentions à quelques privilégiés. Il avait minutieusement planifié chaque étape de sa vengeance, rassemblant des preuves, des témoins et le soutien de la communauté. Un soir fatidique, M. Ahmed a invité Arif Hussein dans un endroit isolé à la périphérie de Bareilly. La tension dans l'air était palpable lorsque les deux hommes se sont fait face, les yeux remplis de colère et de chagrin. M. Ahmed a confronté Arif Hussein aux preuves indéniables du meurtre de son fils, ne lui laissant aucune marge de manœuvre pour nier ou fuir. C'était l'heure des comptes, l'heure où la justice allait enfin être rendue. Dans une tournure d'événements choquante, M. Ahmed a sorti une arme et l'a pointée sur Arif Hussein. Le monde a semblé s'arrêter lorsque le bruit du coup de feu a résonné dans la nuit. Arif Hussein s'est écroulé sur le sol. La nouvelle de l'acte de vengeance de M. Ahmed s'est répandue comme une traînée de poudre, laissant la ville de Bareilly en état de choc. Les avis étaient partagés, certains applaudissant son courage et sa détermination, tandis que d'autres condamnèrent ses actes. À la suite de l'incident, M. Ahmed a été arrêté et jugé pour ses actes. La famille Stokes. Tishan Lee, un enfant innocent et plein de vie de 9 ans, profitait d'une journée ensoleillée dans le parc près de la maison de sa grand-mère. Assis sur une balançoire, il riait et profitait des moments d'insouciance de l'enfance. C'est alors qu'un homme nommé Dwight Boone Doty s'est approché de Tyshawn. Doty, un inconnu pour le jeune garçon, dribble son ballon de basket et lui propose de lui acheter un jus de fruits. Tyshawn, confiant et inconscient du danger qui l'attend, suit Doty dans une ruelle. Malheureusement, cette allée allait devenir le théâtre d'un acte de violence brutal et insensé. Doty, animé par un motif sinistre, a tiré à bout portant plusieurs fois dans la tête de l'enfant innocent. Les échos des coups de feu résonnent dans la ruelle. La nouvelle de la mort tragique de Tyshawn est rapidement parvenue à sa famille. Le révérend Michael Pfleger, un prêtre catholique romain qui a présidé la messe de funérailles du garçon, a décrit la scène comme l'un des actes les plus diaboliques dont il ait jamais été témoin. Un jeune garçon gisant sans vie, dans une allée à côté d'une poubelle, son ballon de basket à quelques mètres de lui. Le meurtre de Tyshawn a attiré l'attention des médias nationaux, mettant en lumière la guerre des gangs qui sévit dans les rues de Chicago. Les enquêteurs ont rapidement découvert que Tyshawn avait été exécuté par des membres de gangs pour envoyer un message à son père, Pierre Stokes, qui était prétendument membre d'un gang rival. Le mobile du meurtre de Tyshawn est enraciné dans un cycle de violence qui consume la ville depuis des années. Stokes, dévasté par la perte de son fils, ne tardera pas à se venger. Plusieurs mois après la mort de Tyshawn, Stokes a rencontré la petite amie de Doty et ses 2 neveux adultes. Sous le coup de la douleur et de la colère, Stokes l'a regardé droit dans les yeux, l'a menacé et a tiré 6 coups de feu. Il s'agissait d'un acte de justice vigilante, d'une tentative désespérée de venger le meurtre de son fils. Mais comme le dit le proverbe, la justice des justiciers n'est pas la justice. L'assistante du procureur Mélanie Mathias a clairement indiqué, lors du procès de Stokes, que la justice de la rue n'était pas la solution. Après des heures de délibération, un jury du comté de Cook a déclaré Pierre Stokes coupable de tentative de meurtre, de coups et blessures graves avec une arme à feu et d'une accusation de port d'armes dans le cadre de la triple fusillade. Il doit maintenant faire face à la dure réalité d'une éventuelle condamnation à perpétuité. L'impact de la vengeance de Pierre sur sa propre vie a été profond. Il a finalement été condamné à 30 ans de prison pour ses actes, payant ainsi le prix de sa prise en main de la loi. L'opinion publique a été divisée autour de son cas, certains le considérant comme un héros et d'autres comme un justicier. Alors que nous réfléchissons à cette histoire tragique, souvenons-nous des vies innocentes perdues et des familles déchirées à cause de la violence des gangs à Chicago. La famille Lopez. Louis Lopez, un père de famille de 52 ans, a vu son univers s'écrouler lorsqu'une tragédie a frappé sa famille. En octobre, sa fille bien-aimée, Danielle Lopez, a perdu la vie dans un accident dévastateur qui a déclenché une série d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Danielle, tout juste âgée de 16 ans, était une jeune fille dynamique et prometteuse. Elle rêvait d'un avenir radieux, rempli de rire, d'amour et de possibilités infinies. C'est un jour fatidique de 680
à San José, que la vie de Danielle s'est tragiquement arrêtée. Après une dispute avec son petit ami de 18 ans, elle est sortie de la voiture dans laquelle il se trouvait. Elle était loin de se douter que cette décision entraînerait une série d'événements qui changeraient à jamais la vie des personnes concernées. Alors que Danielle marchait le long d'une autoroute très fréquentée, elle a été heurtée non pas par une ni par deux, mais par 4 voitures. Les détails de ce moment horrible sont gravés dans l'esprit de ceux qui en ont été témoins, hantant à jamais leur mémoire. Depuis ce jour tragique, Louis Lopez, le père de la jeune fille, a été complètement rongé par le chagrin, incapable de trouver du réconfort ou de tourner la page. La perte de sa fille a laissé dans son cœur un vide que rien ne peut combler. Le chagrin de Louis le conduira sur le chemin des ténèbres, cherchant à obtenir justice pour la mort prématurée de sa fille. Même si la mort de Danielle est considérée comme un accident, Louis n'est pas satisfait. Il était déterminé à tenir quelqu'un pour responsable de la mort de son enfant. Dans une tournure d'événements choquante, Louis a abattu Ronaldo Cantu, le père du petit ami de Danielle. Cantu, père de 3 enfants et mari aimant, est mort sur place. Louis a ensuite été inculpé de meurtre. Les membres de la communauté ont désapprouvé les mesures draconiennes prises par Louis, le qualifiant de déraisonnable et lui reprochant d'avoir tué Cantu de sang-froid. La communauté, autrefois unie dans le chagrin de la mort de Danielle, se trouve aujourd'hui déchirée par cette tragédie. La perte de 2 vies a laissé des cicatrices qui ne se refermeront peut-être jamais complètement. D'une part, il y a la mort d'une jeune fille pleine de vie. D'autre part, le meurtre brutal d'un père de 3 enfants. Danielle Lopez, une jeune fille brillante et prometteuse, devrait être commémorée pour la joie qu'elle a apportée au monde et non pour la douleur et la souffrance qui ont suivi sa mort. Son souvenir demeure dans le cœur de ceux qui l'ont aimée, chérie à jamais et jamais oubliée. L'héritage de Cantu se perpétuera également à travers sa femme et ses enfants en deuil. Les Nicholson. Dans une ville paisible en proie à la tragédie, la vie de Danny L. Nicholson II s'est transformée en cauchemar. Tout a commencé par la perte déchirante de son fils de 17 ans, Kazir Gambil. En décembre 2020, Kazir a été tragiquement abattu, laissant sa famille le cœur brisé et rongé par le chagrin. Mais personne ne se doutait que cette perte inattendue déclencherait un dangereux chemin de vengeance. La douleur de la perte d'un enfant est indescriptible, et pour Danny Nicholson, elle était insupportable. Alors qu'il se débattait avec son chagrin, il a dû faire face aux railleries et aux tourments de ceux qui se réjouissaient de sa souffrance. Les rappels constants de la mort de son fils ont brisé quelque chose en lui, le poussant à la limite de la raison. Dans son état de choc, il a pris une décision fatale qui allait tout changer. En quête de justice pour son fils, Danny Nicholson s'est engagé sur la voie de la vengeance, ciblant ceux qu'il jugeait responsables de la mort prématurée de Kazir. Le gang, connu sous le nom des 5, est devenu le centre de la rage de Nicholson. Il pensait qu'ils étaient liés à la mort de son fils et il était déterminé à les faire payer. Ce qui a commencé comme la quête de justice d'un père éploré s'est rapidement transformé en une série de vengeances choquantes qui ont bouleversé la communauté. En mars 2021, Nicholson a tué 2 membres du gang, Maurice Packley et Jason D. Wells, après avoir ouvert le bar Erie. 3 autres personnes ont été blessées au cours de la fusillade. C'était après qu'il se soit lancé dans une série de fusillades, saccageant toute la communauté sans se soucier des conséquences. La police a réussi à appréhender Nicholson après l'incident de la fusillade dans le bar, et sa mission de vengeance a finalement pris fin. La douleur et la perte subies par les familles de Maurice Packley et de Jason D. Wells sont incommensurables et laissent un vide qui ne pourra jamais être comblé. Nicholson a ensuite été inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre au 3e degré et d'autres chefs d'accusation. Au cours de son procès, la salle d'audience a été remplie d'émotions brutes, les proches s'exprimant, certains plaidant pour la clémence, d'autres réclamant la justice. Le juge du comté d'Erie, Daniel Brabender, reconnaissant la gravité des crimes, a prononcé une peine de 45 à 90 ans de prison d'État. La communauté peut désormais se consoler en sachant que Nicholson sera derrière les barreaux, assurant ainsi sa sécurité. Si beaucoup éprouvent de l'empathie pour le père éploré, la plupart des gens pensent que Nicholson est allé trop loin dans sa quête de vengeance. Les cicatrices laissées par cet incident choquant resteront à jamais. Les Torres Félix. L'histoire tragique de la famille Torres est liée au monde dangereux des cartels de la drogue et à l'impact dévastateur qu'il a eu sur leur vie. Leur lien personnel avec un cartel mexicain qui a tué leur fils, Anastasio, a conduit à une quête incessante de vengeance qui a duré des années et touché des centaines de personnes. Manuel Torres Félix, alias LM1, était connu pour ses tactiques méticuleuses et son contrôle du cartel de Sinaloa après l'arrestation de son frère aîné. Il a parfaitement assumé son rôle de baron de la drogue, mais est passé du statut de chef de cartel à celui de meurtrier de masse après la mort tragique de son fils. Le 18 avril 2008, à Culiacán, dans l'état de Sinaloa, au Mexique, une tragédie s'est produite lorsque des assassins d'un cartel mexicain
ont tendu une embuscade à un jeune homme nommé Anastasio Torres Acosta et l'ont brutalement tué. Anastasio n'était pas un jeune homme ordinaire. Il était le fils du tristement célèbre chef du cartel de Sinaloa, LM1. Avec la perte dévastatrice de son fils, le monde d'LM1 a été plongé dans l'obscurité. Il savait que son fils avait été tué pour lui transmettre un message et il était tout à fait prêt à répondre à ce message. La mort de son fils l'a transformé en un démon vengeur, animé d'une insatiable soif de sang. Personne n'est à l'abri de sa colère, car il traque tous les membres du cartel rival. Les rues tremblaient de peur, tandis qu'LM1 déchaînait sa fureur sur ceux qui osaient croiser son chemin. Il traqua et tua le chef du cartel rival qui avait commandité l'assassinat de son fils. Les représailles ont commencé et personne n'était à l'abri dans les deux organisations. Personnellement, LM1 aurait tué plus de 30 personnes, dont des agents des forces de l'ordre. Il a également ordonné à ses hommes d'en tuer des centaines d'autres. Les conséquences des actions d'LM1 ont été dévastatrices. Des centaines de vies ont été perdues dans la quête de vengeance d'un père. Le cycle de violence et d'effusion de sang semblait sans fin, laissant une traînée de destruction dans son sillage. Les actions d'LM1 étaient motivées par un mélange d'amour pour son fils et de besoin de démanteler le cartel responsable de son assassinat. En octobre 2012, il a été tué lors d'un affrontement avec les autorités à Oso Viejo, à Culiacán, Sinaloa. Les militaires ont fait une descente dans ses maisons et ses cachettes, saisissant tous ses fusils, perches et munitions. Le bain de sang a finalement pris fin. Son héritage et le cartel de Sinaloa continuent de façonner le paysage du crime organisé mexicain. Les luttes de pouvoir, les alliances et la poursuite incessante de la domination se poursuivent encore aujourd'hui. Les histoires de ces 10 familles nous rappellent que la justice n'est pas toujours facile à obtenir. Elle exige de la résilience, de la détermination et parfois des mesures extraordinaires. Elle témoigne de la force de l'amour d'un parent pour son enfant et de ce qu'il est prêt à faire pour obtenir justice ou se venger. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres histoires criminelles fascinantes.